Oui, alors, le consentement en 7 minutes. Alors moi, je crois que j'ai même visé 5, parce qu'on m'avait dit 5, puis les questions. Voilà, donc c'est pas évident, mais voilà, on va commencer. Avec cette base, il me semble que quand on pense et quand on parle du consentement, je pense que beaucoup de personnes ont à l'esprit oui égale oui et non égale non. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et dans la communication, c'est ce qui est le plus souvent entendu. Et donc dans un monde idéal, tout le monde devrait se dire c'est évident, ça s'arrête là, quoi. On va boire un café et pas besoin d'élaborer davantage. Manifestement, c'est pas si clair que ça. Il y a toujours ça semble être beaucoup plus compliqué. Moi personnellement, ça m'arrive d'entendre encore oui, mais il et elle n'a pas dit non. Ça me fait penser aussi à ce vieil adage français qui ne dit mot consent. Et donc en fait, qu'est-ce que ça signifie exactement? Moi aujourd'hui, je voulais vous inviter à déplacer un peu le curseur, à faire un pas de côté, puisque que ce soit moi dans ma pratique ou même en faisant des recherches, je me suis rendu compte que quand on parle de consentement, on va avoir tendance à s'intéresser à la psychologie de la victime. Et donc alors par victime, je précise, on parle d'hommes et de femmes. Tout le monde peut être concerné par les agressions sexuelles et les viols, même si la grande majorité des personnes qui sont concernées sont des femmes, en ce qui concerne les violences sexuelles et sexistes de genre chez les hétérosexuels. Mais donc du coup, quand je parle de psychologie de la victime, ça va être qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit pour exprimer son désaccord, et quels sont ses actes pour exprimer son désaccord. Ici, je voudrais qu'on réfléchisse autrement plutôt que de réfléchir comme ça, de dire qu'a fait l'agresseur ou l'agresseuse pour ne pas voir que la personne n'était pas d'accord. Et changer de paradigme, c'est-à-dire se défaire de ce que la juge Catherine Lemaguérès parle de présomption de consentement. C'est-à-dire, on part du principe que la personne, elle est d'accord. Et après, c'est à elle de dire qu'elle ne l'est pas. Et donc, c'est à elle d'exprimer, il faut qu'elle prouve qu'elle a suffisamment manifesté son refus. Voilà, donc c'est ça la présomption de consentement. Et cette présomption, elle va s'effacer que lorsque la résistance, elle est jugée donc, par d'autres personnes comme suffisamment manifeste. Par exemple, je pense que vous l'avez déjà entendu, est-ce qu'elle a crié? Est-ce qu'elle a dit non? Est-ce qu'elle s'est battue? Est-ce qu'elle s'est débattue? Et donc, s'il y a eu usage de violence, de contrainte, de menaces ou de surprise, comme on le retrouve dans l'article du Code pénal français pour parler d'un acte pour qu'il soit qualifié de viol. Et donc, alors, on pourrait y passer des heures pour parler du consentement. Je me suis dit que j'allais finir avec ces diapos pour parler de ce que moi j'ai pu voir dans la littérature sur ce que c'est que violer les limites intimes de l'autre. Je pense que vous aurez compris que j'ai fait le choix de ne pas mettre comme titre absence de consentement, puisqu'il ne s'agit pas du comportement de la victime, mais bien des actes de l'agresseur ou de l'agresseuse. Et donc, ce qui est considéré comme une violation des limites intimes de l'autre, c'est ignorer le non exprimé, partir du principe que porter certains vêtements, le flirt ou embrasser, c'est une invitation à un rapport sexuel. Partir du principe qu'une personne qui va dire oui pour certains actes va être d'accord pour tout. Partir du principe qu'une érection ou une lubrification, ça veut dire que la personne est d'accord. Partir du principe que si une personne ne répond pas en étant consciente, c'est-à-dire en ayant les yeux ouverts, ça veut dire qu'elle est d'accord alors qu'on peut être dans une situation de sidération. Partir du principe qu'on a l'autorisation d'avoir un rapport sexuel sous prétexte qu'il y en ait déjà eu un précédemment. Mais aussi changer de position ou retirer le préservatif sans prévenir.
impliquer une ou un partenaire n'ayant pas l'âge minimum du consentement tel que défini par la loi du pays, impliquer un ou une partenaire sous l'emprise de substances, contraindre quelqu'un par la peur, l'intimidation, la culpabilité ou l'emprise psychologique à avoir des rapports sexuels, et impliquer un ou une partenaire endormie. J'ai encore un peu de temps, donc ça c'est les sources si jamais. Et je voulais vous présenter cette affiche qui vient de la campagne d'Amnesty International, qui a été faite en 2020, qui est disponible et qui peut être intéressante à mettre dans les salles d'attente ou dans les cabinets. Je pense qu'elle résume quand même assez bien, elle fait pas mal réfléchir et ça peut amener aussi des conversations, des discussions avec les patients et les patientes. Et là je ne l'ai pas mis, mais comme j'ai encore un peu de temps, j'en parle. Pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a une petite vidéo de 2 minutes environ qui s'appelle « Le consentement et la tasse de thé ». Sandrine, tu hoches la tête, elle est vraiment géniale, je vous la recommande. Le principe, c'est de comparer un rapport sexuel à une tasse de thé. Et donc, en gros, de dire, a priori, on forcerait personne à boire du thé. On va dire, tu veux du thé? On nous répond non. On va pas commencer à mettre du thé dans la bouche de quelqu'un. Le principe, c'est la même chose avec du sexe. Donc, si on fait pas ça avec une boisson, pourquoi on ferait ça aussi avec du sexe? Voilà, merci.